Bienvenue dans Queer à Vif, le podcast qui décrypte les luttes LGBTQIA+, et féministes avec engagement et sans langue de bois. Lors de l'épisode précédent, toujours en ligne, nous avions commencé à aborder le sujet de l'inclusion dans le sport. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette thématique. Comment nos invités luttent-ils pour cette cause? Comment peut-on améliorer l'avenir? Quelles pistes de réflexion peuvent-ils nous donner? Bienvenue dans l'inclusion dans le sport, partie 2. Au fait, je suis Julie, Juju pour les intimes, mon pronom est elle, et je suis infirmière. Moi c'est Patate, et souvent quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds du derby, parce que mon engagement à Pinkbox ça me prend beaucoup de temps. Mais sinon à côté de ça, je suis aussi sociologue pour une petite asso. Moi c'est Éole, pronom IL, et dans la vie, professionnellement, je fais du cinéma d'animation. En dehors, pas mal de choses. Et moi c'est Mélo, moi je suis prof d'art appliqué, pareil à titre professionnel, et du coup j'ai aussi une pratique artistique à côté, en plus du roller derby. Bon, super, je suis ravi de vous avoir sur ce nouvel épisode de Queer à Vif. Avant qu'on commence, est-ce que vous êtes OK pour qu'on se tutoie? Oui. Oui, pas de souci. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Comme d'habitude, par souci de transparence, en trame de fond, je vous ai proposé quelques questions. Nous allons discuter autour de vos réponses. C'est la deuxième partie de la thématique l'inclusion dans le sport. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la première partie avec les Gaga Flamingo Basket sur notre plateforme de podcast favorite. On y va? Let's go. Pour commencer, j'avais envie de savoir comment vous vous sentiez aujourd'hui au regard de l'ambiance politique et sociétale du moment. Quel est votre ressenti? Comment vous vivez la période actuelle? Alors, je ne sais pas qui se lance en premier. Alors, Éole. On va pas se mentir, c'est quand même un peu inquiétant l'ambiance politique actuelle. On remarque quand même depuis quelques années une montée de l'extrême droite à l'international. La fenêtre d'Overton a quand même beaucoup bougé aussi, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup d'agressivité dans les médias et même dans la rue. Ouais. Une augmentation assez nette des agressions, notamment transphobes, islamophobes. Ce sont des choses qui nous touchent forcément. Notre sport, il est assez peu touché en soi pour l'instant. Par contre, on est quand même un peu inquiet par rapport aux élections de 2027. En fonction des mesures qui seront prises à ce moment-là, ça pourra potentiellement affecter notre équipe. On peut voir par exemple déjà au niveau législatif ce qui est mis en place, en tout cas ce qui est proposé en France avec la proposition de loi du Sénat contre l'interdiction du voile dans le sport, ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a quelques temps avec le Conseil d'État qui a décrété que les femmes seules les femmes cis étaient reconnues comme des femmes. On voit un peu qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, ça nous inquiète forcément au niveau individuel et au niveau collectif. Après voilà, pour l'instant on n'est pas extrêmement touché. Ça peut arriver, notamment parce que comme tous les clubs sportifs, et d'autant plus les petits clubs, on dépend aussi de subventions. Et étant un sport très queer, très engagé, ça risque d'être coupé assez rapidement. On a déjà dû faire face à des formes de discrimination, notamment quand on allait demander si on pouvait avoir l'accès à des gymnases pour s'entraîner. On a eu une réponse de la mairie qui était un petit peu désagréable. Il y a une autre équipe de roller derby à Toulouse et on nous a dit que notre équipe n'avait pas vraiment lieu d'être, que si on créait une nouvelle équipe pour chaque discrimination qui existait, on ne s'en sortirait pas. Ça montre quand même une profonde incompréhension des raisons de l'existence de notre équipe et aussi des valeurs que nous on porte. Donc voilà, je pense qu'on est quand même dans une ambiance générale qui n'est pas la meilleure, mais on fait avec, comme tout le monde. Bon, t'as évité de parler de Trump, c'est pas mal. Allez. Oula, ouais. On perd pas espoir. Surtout de l'Europe, là. Yes. Vous voulez rajouter, Mélo, Patate, vous voulez Moi, rajouter quelque chose à ce qui a été dit? C'était bien complet. C'était parfait. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre association? Oui, alors Pinkbox c'est une asso qui a été créée en 2018 par 3 joueuses qui avaient envie de faire une équipe plus militante et moins compétitive que l'équipe existante déjà sur Toulouse. Actuellement, on a à peu près une vingtaine de membres et on pratique un sport qui s'appelle le roller derby. C'est un sport de contact sur patin à roulettes qui demande de l'endurance, de la stratégie, de la force, de la vitesse, de la cohésion aussi beaucoup. Et on se revendique queer et féministe. Donc c'est-à-dire que dans la pratique, on fonctionne de manière horizontale en autogestion, aussi bien dans le côté sportif, avec la gestion des entraînements, où on est en auto-coaching, que dans le côté associatif de l'asso. On participe donc tous à la vie de l'asso selon nos disponibilités, etc., nos envies, nos compétences, et on se repose beaucoup sur la transmission de nos expériences pour pouvoir monter en compétences ensemble en fait. Et pour nous, c'est important que notre pratique elle soit accessible à tous. Donc on prend notamment sur le côté accessibilité, il y a tout ce qui est ressources financières. Donc on propose par exemple de prêter du matériel pour que les nouvelles personnes qui arrivent n'aient pas à dépenser une grosse somme d'argent en arrivant, quoi. On fait aussi des échelles de tarifs différentiels, etc.
Et d'ailleurs, il y a plein de manières différentes de participer à l'assaut sans patiner, parce qu'on peut aussi être arbitre, supporter, créer du merch, bencher, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. D'accord. Tu parlais de l'équipement. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'il faut? Des patins, il faut Alors, des protections? quand on arrive dans le derby, donc ce qui est obligatoire, c'est d'avoir des patins, un casque, des protège-poignets, des protège-coudes, des protège-genoux et un protège-dents. Mais à part ça, c'est un sport fun, il n'y a pas de souci. Si vous passez le premier match, c'est bon. D'accord. Donc c'est du football américain sur patin à roulette, c'est ça? Je connais pas trop les règles du football américain, mais c'est un sport de contact, oui. C'est joliment dit, sport de contact. Et ça, c'est du matériel que vous pouvez prêter si jamais... Exactement, on a tout un stock, on essaie d'avoir les plus grandes diversités de tailles possibles pour que ce soit accessible à tous. On prête pas le protège-dents quand même. Oui. Ouais, c'est pas mal, ça quand même. Et ça sous-entend qu'il y a beaucoup de blessures? Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous, là, normalement, le roller derby, c'est un sport qui se pratique en gymnase. Et nous, comme on n'a pas eu accès à des gymnases, on a dû le faire en extérieur sous le pont du stadium. Donc c'est sur du goudron. Donc oui, forcément, les risques de blessures sont plus importants et plus graves lorsqu'il y a des blessures. Après, de manière générale, dans le derby, il y a quand même beaucoup de blessures, mais... Il y a beaucoup d'entorses, par exemple. Oui, il peut y avoir beaucoup d'entorses. Mais globalement, le fait que ce soit en gymnase, qu'il y ait des règles précises sur les impacts et qu'on ait des protections, ça limite grandement le risque de blessure. Et c'est pour ça qu'avoir des gymnases, c'est super important pour notre sécurité, en fait. Après, sans parler de grosses blessures, oui, il y a des chutes, oui, il y a des impacts, oui, on a des bleus. Enfin, ça, c'est un peu la base du sport. Mais les blessures qui sont plus contraignantes et qui demandent de la rééducation, c'est vrai que ça arrive, mais pas si souvent que ça. En fait, je suis même pas sûre que ça arrive plus que dans d'autres sports, parce que, comme l'a dit Patate, en fait, on a quand même un équipement qui est un vrai équipement. Ouais, vous limitez les dégâts par... Oui. Et puis au-delà de l'équipement, en entraînement comme en match, on s'échauffe d'abord, on fait un peu attention à nos corps, on fait un petit peu de renforcement musculaire. Voilà, ça demande quand même un minimum de conditions physiques. Ouais, c'est un sport qui demande de l'explosivité, donc quand même, parce que quand il faut partir... Oui, après, il y a différents niveaux, il y a différents styles de jeu. Enfin, chacun va à son rythme aussi, mais on essaie de faire attention à nos corps, que ce soit individuellement ou en groupe. D'accord. C'est aussi un sport où il y a énormément de règles. Et les règles, elles sont là justement pour la sécurité. Donc par exemple, on n'a pas le droit de taper dans le dos des gens, on n'a pas le droit de taper dans la tête ou avec sa tête, on n'a pas le droit de taper dans les jambes ou avec ses jambes. Il y a des moments du match où on est en dehors de la zone d'engagement, on n'a pas le droit de taper à ce moment-là non plus, pour qu'en fait, on ne soit pas pris par surprise quand on va recevoir un impact. On sait quand ça peut arriver, on est prête sur nos patins. Et ça limite, voilà, on peut pas nous taper dans le dos, ça limite quand même les blessures aussi. D'accord. Il y a des cartons? Oui, il y a des systèmes de fautes, ouais. C'est pas des cartons, mais on peut avoir des fautes quand on respecte pas une règle, auquel cas on va 30 secondes dans la penalty box. Et au bout de 7 fautes, donc quand c'est notre 7e faute, on met ce qu'on appelle full out. Donc ça veut dire qu'on a fait trop de fautes, et là on est expulsé du jeu. Enfin exclu, pardon, parce qu'il y a une différence entre exclusion et expulsion. Donc on est exclu du jeu. Par contre, si on fait une faute jugée trop grave par les arbitres, on peut être expulsé du jeu. C'est quand même graduel et ça prend en compte le fait qu'il peut y avoir des contacts. Alors, vous avez, en 2022, vous avez publié un communiqué qui dénonçait les agressions subies dans le cadre de compétition. Vous aviez un communiqué qui était vraiment bien fait, bien rédigé. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'évolution actuelle? Où est-ce que ça en est aujourd'hui de tout ce que vous avez vécu depuis 2002 et est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que la situation s'est améliorée suite à tout ça? Il y a eu des changements, oui, au sein des équipes. Après, est-ce que vraiment c'est dû à nous et à notre communiqué? Je ne suis pas sûre. C'est plutôt un ensemble de choses et des pratiques qui évoluent en fait avec le sport. Moi, j'ai commencé en 2017 et en 2017, par exemple, on ne demandait pas les pronoms. Pendant les matchs, là, quand on fait un tour, par exemple, des personnes qui arbitrent, les personnes qui arbitrent vont donner leurs pronoms. Les équipes aussi sont au courant des pronoms de l'équipe adverse. On essaye de trouver des termes neutres. On ne dit pas jammer, jammeuse, on dit par exemple jammeux ou jammereuse ou étoile pour la personne qui jamme. Ça, c'est des choses, moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Donc, on voit qu'il y a quand même des changements qui sont mis en place. Après, je ne pense pas que ce soit uniquement dû à notre communiqué, en fait. C'est plutôt le sport qui, de base, est un sport résolument féministe. Et en fait, comme le féminisme a de plus en plus inclus les questions trans, et ben, le roller derby le fait aussi, en fait. Parce que c'est des choses qui sont liées.
À un niveau plus fédéral, on voit aussi que la WEFTA, donc c'est la Women Flat Track Derby Association, prend position, par exemple, pour les droits des personnes racisées, pour les droits des personnes trans. On voit aussi des équipes qui sont de plus en plus politisées, qui vont poster des messages sur Instagram de soutien, là sur la loi islamophobe qu'il y a eu récemment, par exemple. Pendant les matchs aussi, on peut avoir des pancartes sur les événements, notamment à la dernière étape du championnat de France à Lyon. C'était le week-end du 8 mars, et il y a eu plein de pancartes qui étaient présentes à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a un changement global en France et même à plus grande échelle, à échelle internationale. Ouais. D'accord. Donc du coup, la Fédération internationale des échecs pourrait prendre modèle sur vous, puisque pour les échecs, une femme trans ne peut pas jouer dans la catégorie féminine, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le cerveau n'est pas le même. Donc vous êtes vachement en avance en fait sur les autres fédés, parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça à part vous. Et vous êtes organisé, c'est une fédération nationale, il y a une fédération nationale qui existe, et ses statuts et ses règlements, elle définit la mixité dans ses statuts et ses règlements. Exactement. Donc c'est opposable en fait à tous les clubs. Et du coup, nous au Derby, ce qui est un peu spécifique, c'est que il existe 2 championnats. Il y a le championnat féminin plus, qui est ouvert du coup aux femmes et aux personnes trans, et le championnat mixte, qui est ouvert à tout le monde. Et ce qui fait que les personnes trans peuvent aller dans le championnat qu'elles souhaitent, sans avoir à justifier de quoi que ce soit, peu importe leur état civil ou leur ou leur transition ou autre. Donc c'est vraiment un des seuls sports où il y a une inclusion telle des personnes, des personnes trans. Mais c'est clair, carrément. En fait, vraiment, du coup, pour parler un peu plus au niveau fédéral, nous, on dépend de la FFRS, qui est la Fédération française de roller et skateboard. Au sein de la FFRS, il y a plusieurs sports qui n'ont pas tous les mêmes termes que nous concernant la mixité de genre. Mais par contre, la commission roller derby au sein de la FFRS a défini les règles du roller derby suivant du coup ce que je disais tout à l'heure, la WEFTA, donc Women Flat Track Derby Association. La WEFTA définit dans ses règles que c'est un sport qui se joue entre femmes et personnes trans. Et en fait, la commission roller derby à la FFRS suit ce modèle-là. D'accord. Donc en fait, la prochaine étape, ça serait de supprimer toute notion de genre et de juste dire ça se joue entre personnes. Le championnat open, du coup, le championnat mixte, c'est ça maintenant. Après, il reste quand même des personnes trans et des femmes qui n'ont pas envie de jouer avec et contre des mecs cis. Donc pour l'instant, il y a ces 2 catégories qui existent, donc F+, et open. D'accord. Alors pour faire suite à ce communiqué, à tout ce que vous venez d'ajouter, vous avez modifié en 2024 au sein des Pink Blocs le changement de mixité. Aujourd'hui, si j'ai bien lu, il faut être un minimum queer pour vous rejoindre. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que ça a été un moyen d'avoir plus de personnes? Comment ça s'est articulé tout ça? Alors ouais, en effet, on a changé notre mixité en début de saison. En fait, à la création de l'asso, donc on était en mixité sans mec cis, donc on était ouvert aux femmes et personnes trans ou en questionnement. Et en fait, il y avait l'idée de faire du sport et de s'organiser en dehors du regard des mecs cis. Mais au fil des années, en fait, on s'est de plus en plus questionné sur le sens de cette mixité. Parce que par exemple, notre mixité, donc, elle excluait les mecs cis, bi ou gays, alors que c'est aussi des personnes qui subissent de la violence dans les milieux sportifs dominés par les hommes. Parce que oui, dans le derby masculin, il y a aussi des comportements en fait, qui peuvent être virilistes ou homophobes. Donc c'est compliqué quand t'es un mec cis non hétéro que tu trouves ta place ni dans les équipes masculines, ni dans les équipes queer en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est demandé si leur fermer notre espace à Pink Block, c'est pas aussi renforcer un peu plus ces dynamiques d'exclusion du sport. Surtout qu'en plus en se revendiquant queer, ça faisait de moins en moins sens d'exclure les mecs cis queer de cette communauté alors qu'on subit des oppressions communes. C'est pour ça qu'en fait on a commencé à se renseigner sur les différentes mixités possibles. On a rassemblé des ressources, questionné une personne concernée pour alimenter le débat au sein de l'asso. Et ça a abouti à l'ouverture du coup de notre mixité aux mecs cis queer. Et en fait, on se base sur l'autodétermination de chacun, chacune. Donc, il n'y a pas un quiz quand tu rentres dans l'asso pour savoir si tu es queer ou pas. C'est sur l'autodétermination de chaque personne. Aussi, un autre point positif de l'ouverture de notre mixité, c'est que du coup, les personnes transmasses, transfemmes ou en questionnement avec un casting masculin, en fait, ne sont pas outées d'office, vu qu'on ouvre notre mixité aussi aux mecs cis, queer. Après, j'ai l'impression que la question, ça peut sous-entendre un peu que tout le monde peut nous rejoindre à partir du moment où tu reproduis pas des comportements sexistes ou queerphobes. Mais en fait, pour nous, c'est pas exactement ça, parce que pour nous, queer, ça veut pas dire ne pas reproduire ces comportements oppressifs. En fait, la question de la reproduction de ces comportements, elle se posait déjà dans notre ancienne mixité, sans mec cis, puisque des meufs peuvent aussi avoir des comportements misogynes ou queerphobes.
Donc c'est pour ça que pour nous cette question elle se pose indépendamment de notre mixité. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord pour écrire une charte des valeurs et c'est indispensable pour nous d'y adhérer pour qu'on se mette d'accord en fait sur le patriarcat existe, etc. Et que notre asso n'est pas un espace pour remettre en question ces oppressions, mais on est là pour travailler ensemble, pour faire mieux ensemble sur ces sujets-là, quoi. Mais peu importe le genre, quoi, tout le monde peut être concerné par ces questions. Et après, donc sur la question plus spécifiquement de l'influence de l'ouverture de notre mixité sur notre manière de faire du derby, en fait, pour l'instant, je peux pas vraiment y répondre parce que notre changement de mixité, il est récent et il n'y a pas eu de Mexis encore là depuis le début de la saison qui nous ont rejoints. Mais par contre, on a déjà un peu réfléchi, donc quand on a eu toutes les discussions sur notre mixité, on y a un peu réfléchi. Et qu'est-ce que ça allait nous demander comme changement dans notre fonctionnement associatif et tout ça. Par exemple, il y a la question de la participation au championnat, parce que donc, comme on a expliqué, il y a différents championnats, et nous actuellement, on joue dans le championnat féminin plus, qui du coup n'est pas ouvert au Mexis. Donc ça voudrait dire que nous, en fait, on joue au championnat, pas pour la compétition, mais pour faire des matchs, parce que c'est plus simple, logistiquement parlant, d'être en championnat. Donc ça voudrait dire que ces Mexis de notre équipe, du coup, ne pourront pas jouer avec nous lors de ces rencontres. Donc c'est pour ça qu'on envisage de développer notamment plus nos liens avec les autres équipes, pour faire des matchs amicaux en incluant ces personnes-là, pour leur donner les mêmes possibilités de faire des matchs qu'aux autres, quoi. Donc ça permettrait un peu à tout le monde de jouer des matchs amicaux. Et après, sinon, sur la question de modification de nos stratégies de jeu, en fait, nous, on considère que chaque corps, chaque morphologie a sa place et a ses atouts. Donc notre jeu, oui, il va évoluer en fonction de ce qu'apporte chaque nouvelle personne qui nous rejoint, mais ça va pas être une question de genre, en fait, ça va être une question de comment cette personne préfère se déplacer, quelles sont les facilités de cette personne, c'est quoi les moves qu'elle préfère faire et tout ça. Mais ça va pas forcément être une question de genre, quoi. C'est vraiment plus une question de style de jeu et de préférence. C'est ce que disait Clémence lors des Gaga Flamingo. Elle disait exactement la même chose en disant en fait, on devrait juste se poser la question de qu'est-ce qu'on est capable de faire sur un terrain. Et si je suis une fille de 2 mètres, on peut me contrer au basket, alors qu'aujourd'hui on peut pas le faire. Et ça serait beaucoup plus intéressant et intelligent de faire ça. En fait, vous êtes vachement avancé sur toutes ces questions-là. Et ça fonctionne ? Vous avez du monde? Combien vous êtes dans l'équipe là actuellement? Alors nous, on est une petite vingtaine, là, on n'est pas beaucoup. Mais après, là, les valeurs que je dis, c'est les valeurs qui sont communes à l'entièreté de la communauté du derby. Il y a plus d'une centaine d'équipes en France. Ah ouais. Mais après, nous, on est aussi en concurrence, entre guillemets, avec l'équipe, comme j'ai parlé, il y a un autre club sur Toulouse qui est beaucoup moins militant et plus compétitif. Et donc là, il y a plus de personnes, c'est un beaucoup plus gros club. C'est pour ça qu'on est si peu aussi à Pink Block, parce qu'il y a 2 clubs dans la même ville. D'accord. Mais eux, ils sont pas queer. Ou en tout cas, ils se revendiquent pas de... Il y a des personnes queer dans le club, mais en tout cas, en effet, elles se revendiquent pas comme une équipe militante. Ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que ça fonctionne, et ça fonctionne dans le calme, vous vous battez pas régulièrement, c'est posé, ça a été réfléchi, la partie militante est vachement importante, pouvoir faire du sport en sachant sécurité, en ayant réfléchi à tout ça, en essayant de ne pas reproduire les oppressions de la société, sinon c'est pas la peine de venir faire du sport en fait. Et ça fonctionne, et vous êtes créé depuis... 2018. Ouais, donc c'est assez récent dans le Pink Block. Oh, enfin, ça fait quand même 7 ans. Oui, c'est ça que c'est génial, quoi. Oui. Tout ça, c'est génial. Après, par rapport au sport de façon plus globale, et ce que tu disais sur le fait qu'on était vachement en avance, c'est aussi un sport qui est récent en fait dans sa forme actuelle. C'est un sport qui est né dans les années 30, à la base 1930, mais il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements au XXe siècle, parce que c'était un sport qui était mal perçu. Après, ça a été un sport vraiment de show, en fait, d'exposition, où on venait montrer des meufs qui se tapent dessus et venez voir, c'est rigolo. Et en fait... Maintenant, le sport comme il est aujourd'hui, il existe depuis la fin des années 2000 aux États-Unis et il est arrivé en France au début des années 2010. Ça reste un sport relativement récent et du coup, je pense que ça explique aussi le fait que le sport s'est construit avec l'évolution de la société en fait. Tout à fait, ouais. Puis il est beaucoup né aussi, il a grandi dans des milieux queer féministes, surtout déjà aux États-Unis et en France quand il a été importé. Il y a rapidement eu ces milieux-là qui s'en sont emparés. Donc forcément, toutes ces réflexions-là étaient dès la naissance, entre guillemets, du sport tel qu'on le connaît, ont été pris en compte et ont évolué plus rapidement que dans d'autres milieux, puisque ce sont ces personnes-là concernées qui en faisaient partie, donc qui ont fait bouger les lignes beaucoup plus rapidement. Oui, on va développer ça un peu plus tard, mais de base, c'est né du mouvement punk féministe, donc il y a beaucoup de valeurs liées à ce milieu-là dans le derby. Et du coup, alors ça me fait penser à quelque chose, mais vous êtes diffusé à la télé? Pour l'instant, on n'est pas du tout sur les chaînes de télé. Par contre, il y a de plus en plus de live, c'est-à-dire les matchs sont rediffusés en direct sur Twitch ou sur YouTube.
Donc ça, c'est une avancée un peu récente de notre sport qui permet de le diffuser quand même plus largement dans les médias. Parce que je vous pose la question, parce qu'en fait, il y a un truc qui me... On voit sur l'équipe TV, notamment des émissions sur des courses de caisse à savon. Alors, ouais, je vais essayer de rester poli, mais c'est super, les caisses à savon, franchement. Mais pour faire avancer la société, on a fait mieux. Je pense qu'il y a une importance de passer dans des réseaux mainstream. On le sait, hein, le pouvoir de la télé, les gens croient ce qu'ils voient à la télé. Et ça serait intéressant de pouvoir avoir votre sport qui fait preuve d'une grande inclusivité diffusé dans une chaîne. Alors je sais que des fois c'est un sujet dans nos milieux militants et militants queer de savoir où est-ce qu'on passe et sur quelle chaîne on passe, parce que c'est forcément cautionner quelque part le média dans lequel on est. Alors je pense que les médias Bolloré, on est à peu près d'accord que là on va pas y aller. Les médias où il y a Hanouna et toute la clique, on va pas y aller non plus. Ça en laisse pas beaucoup. Ah oui, tiens, en fait, qu'est-ce qui reste peut-être? Arte. Arte. Et ouais, mais en fait, c'est la difficulté aujourd'hui, si on veut arriver à trouver quelque chose qui avait vos valeurs, parce qu'elles sont fortes, vos valeurs, je vous vois vraiment pas aller être interviewé par, je sais pas qui, Gilbert Boulou sur la une. Enfin, ça va pas du tout coller avec votre message. Il va faire un infarct, le pauvre. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez vous développer? Parce qu'on sait aussi que le financement du sport, c'est la pub, c'est les sponsors, et vous allez arriver à un moment donné où vous allez être en manque de tout ça. Est-ce que vous avez des pistes aujourd'hui pour vous développer économiquement? Est-ce que la mairie vous subventionne? Est-ce que vous avez des locaux? Est-ce que tout ça, c'est en train de se mettre en place? Ou est-ce que c'est en place peut-être déjà sur le financement et sur les locaux? Alors, tu as beaucoup de questions en une. Déjà, sur la diffusion médiatique, c'est marrant que tu parles du fait que, de la validation de la télé, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. Plus on va dans les générations jeunes, plus on est des générations Internet. C'est ça. Donc, je dis pas que la télé va disparaître, mais je sais pas, dans mon entourage, par exemple, je vois de moins en moins de gens qui consomment des médias télévisés. Donc, tout ce qui est chaîne d'information, je sais pas, ne serait-ce que des chaînes sur YouTube, si tu regardes les médias de type Blast, type Histoire Crépule, il y en a de plus en plus qui se diffusent et qui se créent en ligne. Il y a ça déjà, et qui vont aussi à l'encontre des médias mainstream possédés par des multimilliardaires douteux. Je pense qu'il y a ça. Ensuite, la question de l'intérêt que ces médias mainstream ont pour un petit sport très queer, très militant, je pense que c'est pas dans leur ligne éditoriale. La visibilité, ça a un intérêt clair dans tous les combats militants, dans tous les sports. Par contre, c'est à double tranchant. Je pense qu'on y gagnerait d'avoir une diffusion un peu plus large du sport, d'avoir une diffusion un peu plus large de nos valeurs pour expliquer justement, regardez, on a un fonctionnement qui est différent, qui peut fonctionner, qui peut inclure les personnes trans sans qu'il y ait des problématiques dramatiques qui en découlent. Par contre, ça demande d'avoir un accueil bienveillant. Sur beaucoup de chaînes télé, je pense que si on met des commentateurs ou commentatrices qui n'y connaissent rien en sport, ça va être une catastrophe. Ça peut même tourner à une forme d'humiliation publique des joueuses qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on voudrait. Donc je pense que ça peut se faire, mais dans un cadre très spécifique. Donc justement, il faudrait trouver des partenaires un minimum éduqués à ces questions-là. Et aussi pour encore, malheureusement, beaucoup dans la société, les personnes queer font face à des discriminations, et il y en a qui n'ont pas forcément envie d'être outées contre leur gré. Donc la question du droit à l'image se pose aussi beaucoup, sachant que la législation en France est un peu particulière à ce niveau-là, notamment au niveau de la télé. Donc pas forcément simple comme question. Ouais. Ça demanderait d'avoir un événement qui soit filmé avec l'accord des participantes, avec une communication interne avant. Ça peut se faire, ce serait intéressant, je pense. Ça pourrait sûrement faire avancer beaucoup de choses. En tout cas, ouvrir une porte dans la tête de beaucoup de gens sur d'autres choses. Faire avancer l'inclusion des personnes trans en montrant une possibilité qui fonctionne. Après, dans le climat actuel, c'est pas évident. C'est ça. Mais du coup, vous êtes financé comment? Pour l'instant, c'est un sport qui n'est pas professionnalisant, par exemple. Donc, il y a beaucoup de joueuses à très haut niveau. On a l'équipe de France qui est super, mais qui demande beaucoup d'engagement. Moi, j'ai une super amie qui en fait partie, la moche, et ça pose beaucoup de difficultés. Ça demande un engagement énorme quand tu es à très haut niveau, comme pour tous les sportifs et sportives. Soit tu as des moyens, soit tu vas chercher à côté. Il y a un peu des sponsors, surtout dans les grosses équipes. Nous, on n'en a pas, je crois. On n'en a pas cherché spécialement non plus, mais la plupart des équipes qui sont un peu grandes vont chercher des sponsors. Donc ça va être des commerces locaux, ça va être comme dans tous les clubs sportifs. Il y a des subventions, dans quasiment tous les clubs. Il y a fonctionne par subvention de la mairie, des régions,
D'accord. Voilà, des subventions privées aussi, de différents organismes. Il y a des dons qui se font entre clubs. Nous, on a reçu du soutien de plusieurs autres clubs. Il y a beaucoup de solidarité dans ce milieu. Après, oui, il y a sûrement une réflexion. Si le sport vise à se professionnaliser d'une certaine manière, on va avoir besoin justement de financements plus gros. Mais pour l'instant, c'est pas complètement le cas. C'est encore un sport qui est grandissant. La compétition internationale existe que depuis quelques années. Donc ça avance petit à petit quand même. Et sinon, juste pour ajouter, nous, à notre petite échelle aussi, on se fait de l'argent grâce aux objets qu'on crée. C'est ce qu'on appelle notre merch. Et en gros, on fait des mots croisés, de la linogravure sur vêtements ou sur papier. Et en gros, on a plein d'objets créatifs comme ça qu'on propose lors des différentes rencontres. Et chaque équipe un peu vend du merch sur un peu son identité, quoi. Et ce qui fait qu'on se peut se faire un peu d'argent comme ça par les objets qu'on crée. Et ça va dans toutes les équipes, hein. Même l'équipe de France, qui en soit une équipe un peu hybride, qui rassemble des joueuses de plein d'autres équipes, qui forment un nouveau collectif, a aussi du merch spécifique. D'ailleurs, dont un t-shirt qui est qui est marqué contre la transphobie, contre l'islamophobie, etc. Donc même dans le merch et dans les choses qu'on met en place pour ramener de l'argent aux équipes, il y a un engagement politique. Pas dans toutes les équipes, mais dans plusieurs d'entre elles, et on va dire quand même une bonne partie. Ça se ressent. Quelque chose à rajouter ? Des petits reportages à la télé, notamment sur les chaînes de France TV plutôt, ou des articles dans des journaux. Donc il y a quand même une petite visibilité, parce que par exemple j'avais participé à une interview de France 3 à Tarbes. Donc ça reste à petite échelle, mais il peut y avoir quand même une certaine visibilité. Après, ça reste des reportages vraiment basiques qui disent « Eh, regardez, c'est un sport rigolo où les gens se tapent dessus. Ah, au fait, c'est un sport qui inclut les personnes trans. » Point. Globalement, c'est ça. Donc c'est pas de la restitution de match, c'est plutôt présenté comme « Eh, c'est fun et rigolo » et pas vraiment comme quelque chose... comme un sport qui pourrait être un sport professionnel, comme vient de le dire Éole, quoi. Et après aussi, juste sur la médiatisation, il y a 2 ans, il y a eu la Coupe du Monde junior de roller derby en France à Valence. Donc ça aussi, ça a participé à la médiatisation petit à petit du sport. Il y a quand même encore des progrès à faire sur la partie financière et pour vous aider à pérenniser tout ça, parce que si on veut que vous puissiez donner l'exemple aux autres sports, il faut que vous gardiez ça. Oui, pour l'instant, c'est un sport de passionnés. Ça se ressent dans tous les événements. C'est très associatif. Il y a beaucoup de bénévolat. Donc ça amène une certaine forme de liberté aussi dans l'organisation événementielle, dans le fait qu'on n'est pas tenu forcément par des personnes qui nous financent et qui nous imposent des règles. Donc ça a des avantages, clairs. Ça fait aussi qu'il y a une forme, sans parler d'entre-soi, mais les gens qui viennent assister au match sont des gens qui ont envie d'être là, qui ont envie de soutenir les équipes. Les gens qui participent à l'événement, que ce soit les joueuses, les arbitres, tout ce qu'il y a autour, c'est des personnes qui sont minimum conscientes des enjeux. Pour l'instant, on est quand même dans une petite bulle un peu protégée. Visibiliser le sport à plus grande échelle, ça amènera forcément des regards positifs, négatifs, qui amèneront des choses très bien comme des choses beaucoup plus dures. De toute façon, on ne pourra pas y couper à un moment donné. Plus le sport va grandir, plus on va avoir une visibilité grandissante, plus aussi ça va amener une visibilisation des questions de l'inclusion trans dans le sport, ce qui peut faire avancer beaucoup de choses, mais ça va aussi amener du risque, amener du harcèlement, comme dans tous les milieux. Ouais, puis ça va poser un jour la question de qui va vous financer, parce que effectivement, vu votre discours militant et militante, ça m'étonnerait que vous puissiez être financé par le Figaro Magazine ou... Ça va poser cette question-là de qui va vous financer et quelle charte vous allez mettre en place aussi avec les personnes qui vous financent. Oui, après, quand on parle de financement, je pense qu'il faut différencier. Il y a des équipes qui sont très compétitives, qui vont avoir du coup besoin de financement pour éventuellement une professionnalisation ou pour payer plus de déplacements, payer des maillots, payer tout ça. Nous, on reste une équipe à petite échelle qui n'a pas pour but de se professionnaliser, qui n'a pas pour but d'être très compétitive. On est plutôt à l'inverse de ça. C'est plus l'idée de on se retrouve, on fait un sport qu'on adore ensemble dans un contexte militant en essayant de créer un lieu le plus safe possible. Voilà, donc je pense que nous, en tant qu'équipe, en tant que Pink Bloc, on va pas avoir besoin d'aller chercher des millions d'euros de financement. Voilà, on va chercher un peu des subventions, notamment ça nous tient à cœur de faire attention aux capacités financières de chacune. Donc on va chercher aussi des subventions pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir financer une partie de nos déplacements, pour que ce sport-là soit accessible aux personnes qui ont différentes finances.
Mais au-delà de ça, on va pas avoir besoin de chercher des gros sponsors, on va pas avoir besoin de, on va dire, trahir nos convictions pour aller chercher de l'argent. Pas dans notre équipe en tout cas. C'est ça en fait, au-delà de la question de est-ce que les sponsors vont bien vouloir nous sponsoriser, c'est surtout est-ce que nous on veut bien d'eux. Parce que clairement par exemple on va pas accepter un sponsor de Carrefour par exemple qui participe au génocide en Palestine, tandis que d'autres équipes sportives peuvent être à même de faire des sponsors avec McDo ou autre. Ouais, ça serait pas cohérent avec le message. Ouais. Ça serait du pinkwashing. Donc du coup, on a parlé de la question des financements, on ne peut pas ne pas lier cette question-là à la politique. Imaginons que vous ayez le pouvoir de devenir politique. Quel poste vous aimeriez incarner et quelles seraient les premières mesures que vous prendriez ? Alors nous, on est ici pour représenter une équipe et pas en tant qu'individu, donc on va pas pouvoir répondre de façon collective pour toute l'équipe. En plus, on est une équipe militante et politique dans le sens engagé. Par contre, on n'est pas politique dans le sens parti politique. On n'a pas forcément envie d'occuper un poste politique quel qu'il soit. En plus, ça va un peu à l'encontre de notre manière de fonctionner en autogestion. On a une association qui est collégiale, donc ça veut dire qu'on n'a pas de président ou présidente. Donc c'est vrai que voilà, ça va un peu à l'encontre de notre façon de fonctionner. Par contre, effectivement, il y a des mesures politiques qui ont une grosse influence sur le sport, notamment par exemple pour la politique de dopage. On a partagé des choses sur les problématiques de contrôle du dopage, parce qu'en fait, nous, ça pose vraiment problème parce qu'on a dans la catégorie F+, notamment des mecs trans hormonés, c'est-à-dire qui prennent de la testostérone et qui donc ont des taux de testo qui sont plus élevés que ceux qui sont normés, que les mecs cis, c'est ça, enfin qui sont normés en tout cas. En plus, ça questionne vraiment sur la question de à quel moment est-ce qu'on définit un taux de testostérone, parce que comme on l'a vu, il y a aussi des femmes cis dans le sport qui peuvent pas pratiquer parce qu'on leur dit qu'elles ont un taux de testostérone qui est trop élevé. En plus, on calcule le taux de testostérone, pas le taux d'œstrogène, pourquoi l'un et pas l'autre. Donc voilà, ça soulève beaucoup de questions. Et en fait, nous, le problème qui se pose, c'est qu'on est un sport qui n'évalue pas les gens en fonction de leur quantité de testostérone, alors que la législation, si. Et en fait, nous, ce qui se passe, c'est que quand on a commencé à avoir cette crainte-là de pouvoir être testé et du coup d'être accusé de dopage, la commission à roller derby, elle a commencé à engager une discussion pour trouver un accord, pour expliquer en fait à un niveau plus national qu'est-ce que c'était que le roller derby. Et c'est vrai que les réponses d'en face, elles étaient un peu dans l'incompréhension. Donc là, pour l'instant, la solution qui a été trouvée, c'est que les personnes trans hormonées peuvent avoir une attestation de leur médecin. Ça n'empêche que déjà, ça coûte 150 €. Et en plus de ça, il y a des personnes trans qui n'ont pas de suivi de médecin par rapport à ça, en fait. Donc, nous, vraiment, ce truc-là nous pose beaucoup de questions et c'est encore en discussion, en fait. Ce qui a été dit, c'est que... pour l'instant, la question se posait pas trop parce que comme on est quand même un petit sport, il y a très peu de chances qu'il y ait des contrôles de dopage qui soient faits durant les étapes fédérales. Mais je sais que la commission est encore en train de discussion en fait, mais on se heurte un peu à de l'incompréhension en face. Il y a une question à l'international de l'inclusion des personnes trans dans le sport, avec une crainte des avantages que peuvent amener des prises d'hormones. Oui, notamment la testostérone, ce qui est, bon, déjà, comme l'a dit Mélo, c'est ne pas prendre en compte les effets de l'œstrogène. Parce qu'on a vu, il y a eu des cas, ça va, on en parlait la dernière fois, mais il y a eu des cas notamment, alors j'ai pas les références, mais une marathonienne, par exemple, qui a explosé son score personnel dans un marathon pour se rendre compte juste après qu'en fait elle était enceinte et que du coup ses taux d'hormones ont été à fond et qu'elle est devenue Wonder Woman et elle n'a jamais réussi à refaire ce score-là. Déjà, il y a des problèmes de compréhension, de biologie. C'est souvent des personnes qui ne sont pas qualifiées pour parler de ça, qui essaient de statuer dans le sport. Nous, dans le cas de notre sport, on a une telle diversité de cas. On a des personnes de tout genre, on a des personnes qui prennent des hormones, on a des personnes qui n'en prennent pas. On a une variété qui est tellement grande, du coup des taux hormonaux qui varient tellement entre joueuses que essayer d'établir une norme, en fait, ça sera forcément délétère, ça sera forcément problématique pour certaines personnes, ça sera forcément excluant, ce qui est à l'inverse de nos valeurs. C'est pour ça que c'est un peu un problème pour l'instant. Donc, pour parler de mesures politiques qui influent sur notre sport, je pense que là, il y a une question qui se joue vraiment pour nous. Et on parle beaucoup des personnes trans parce qu'au roller derby, c'est vrai qu'il y a une majorité enfin, pas une majorité,
À l'échelle du sport, je pense qu'on est le sport avec le plus de personnes trans. Qui a une concentration. Voilà, c'est ça. Le lobby LGBT, c'est nous. Ça, Mais il ne faut pas oublier que ça concerne aussi les personnes intersexes, en fait, notamment les contrôles en fait, de dopage. Du coup, voilà, c'était juste pour rajouter qu'on parle beaucoup de personnes trans, mais ça ne concerne pas uniquement les personnes trans. J'ai parlé tout à l'heure des meufs cis qui peuvent avoir des taux de testostérone qui sont dits trop élevés, mais en fait, pour les personnes intersexes, ça peut aussi poser problème. Oui, et puis tant qu'on est dans la partie politique, je pense qu'aussi le risque, c'est que si les autorités trouvent un statut par rapport à votre sport, ça fasse jurisprudence et qu'on se retrouve dans d'autres sports à avoir aussi des gens qui viennent réclamer, alors peut-être qui ont été exclus dans des compétitions précédentes parce que des taux différents de ce qu'on attendait et qui vont réclamer leur récompense et du coup ça peut faire une jurisprudence qui va être compliqué à gérer dans d'autres sports où là vraiment les gens sont séparés et c'est ça je pense aussi dont ils ont peur, mais pour plein de choses d'ailleurs dans nos parcours trans, hein. Ils ont peur qu'on change, qu'on fasse jurisprudence sur plein de choses, mais en fait c'est pas ça, on sait gérer. Enfin, on avait cette discussion lors du podcast d'avant avec le basket, mais s'il y a du dopage, il y a une enquête. C'est l'enquête qui montrera s'il y a eu volontairement du dopage ou pas. Enfin, on n'aurait jamais pensé qu'un cycliste pouvait s'auto-transfuser du sang. Enfin, le cas avait pas été envisagé. On n'a pas arrêté les transfusions sanguines pour autant. Par contre, on s'est sanctionné. Donc il y a des choses qui sont qui sont tues en fait et qui sont beaucoup plus graves, notamment en Russie il y a eu des cas de viol d'entraîneurs sur les gymnastes pour que justement elles soient enceintes, que leur taux d'œstrogène soit plus élevé et qu'elles soient plus performantes. Et ça c'est pas considéré comme du dopage mais c'est quand même vachement plus grave que de prendre de la testo une fois toutes les 2 semaines quoi. Mais c'est-à-dire que comme souvent, protéger des personnes victimes d'agressions, ça, c'est pas une prioritaire, alors qu'empêcher des personnes trans de simplement pratiquer un sport sans même qu'il y ait un nombre de cas suffisant pour savoir si ça donne vraiment un avantage, sachant que ces avantages sont très différents en fonction du sport pratiqué. Parce qu'on peut dire, si on parle seulement de la testostérone, par exemple, avoir une musculature plus lourde et plus développée, donc plus lourde, ça va être très bien dans certains sports et ça va être pas bien du tout dans d'autres. Donc, sachant aussi que les personnes hormonées vivent des changements dans leur corps avant d'être stabilisées, ta pratique sportive change beaucoup, donc ton niveau de baisse aussi beaucoup. Bref, il y a des questions énormes à se poser à cet endroit-là, mais avec les personnes concernées et sans discrimination. Et je pense qu'on en est encore un peu loin. Ouais, et puis j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois, le point central dans tout ça, dans tout ce qu'on dit, c'est la compétition. En fait, c'est toujours rentrer dans un système où, effectivement, ce que tu disais, il faut être forte, il faut être rapide, il faut ci, il faut ça, dans le seul but de gagner. Mais en fait, on perd ce truc-là aussi, où en fait, peut-être qu'on veut juste s'amuser et s'éclater en faisant du sport, c'est tout. Oui, justement, notre équipe, elle s'est vraiment construite contre les dynamiques de compétition malsaines qui amènent à mettre en concurrence les joueuses pour avoir la meilleure équipe possible qui performe le plus. Nous, en fait, on est complètement à l'inverse de ces logiques-là et on préfère donner à tous l'opportunité de jouer à son niveau en s'amusant. Et nous, en fait, les matchs, on les joue pas pour gagner à tout prix. On les joue avant tout pour faire de la cohésion entre nous, passer un bon moment entre nous et avoir du plaisir dans le sport, se réapproprier nos corps au-delà des performances sportives en elles-mêmes, quoi. Ben c'est ça, se faire plaisir dans nos parcours qui sont complexes, qui sont difficiles au quotidien, où on est sans cesse en train d'être sur le qui-vive, de faire gaffe de pas qu'il nous arrive rien, avoir un moment où en fait on peut juste rigoler, s'amuser et faire du sport, mais c'est super. Et ce que vous faites, c'est justement l'exemple que ça marche et qu'on peut arriver à le faire. Vis-à-vis des autres équipes, vous avez sur votre côté là purement militant et militante, vous avez un retour? Est-ce que des fois vous avez des équipes qui vous disent quand même vous poussez un peu loin, ou qui au contraire vous disent c'est super, nous on peut pas le faire parce que peut-être on est financé, ou peut-être la mairie nous donne de l'argent et on peut pas aller à l'encontre? C'est ce que j'allais dire, en général, c'est quand même plutôt des retours positifs, notamment sur notre communiqué contre la transphobie, pour dénoncer la transphobie dans le sport, qui avait eu beaucoup de retours positifs. Là, pareil, sur notre changement de mixité, en général, les équipes nous disent qu'on a bien fait parce que maintenant, en fait, on a arrêté de se taire. C'est-à-dire que si sur un événement, il se passe quelque chose, on va directement aller voir l'équipe. Comme l'année dernière, il y a eu de la transphobie pendant un de nos matchs. On a décidé en équipe que 2 ou 3 personnes allaient aller voir l'équipe adverse, avec les arbitres aussi, pour leur dire en fait vous avez été transphobe et c'est pas ok.
des fois, on se heurte justement, bah là c'était le cas, à des équipes qui comprennent pas du tout de ce qu'on leur reproche, qui nous disent oui mais nous aussi vous nous mégenrez parce que vous avez dit Jam heureuse alors que nous on n'a pas de personnes non binaires dans l'équipe. Bon, mais en général c'est quand même plutôt des retours positifs d'équipes qui nous disent merci en fait de faire ce que vous faites parce que bah oui ça fait quand même avancer les choses. Ouais, et puis surtout, personne n'a été mégenré puisque c'est un Oui. mot qui est, Oui. qui est neutre, donc en fait il n'y a pas de mégenrage, mais bon. Ok. Non mais s'excuser et dire ouais c'est vrai, c'était trop compliqué. C'est vrai. Alors on arrive sur la fin du podcast et notamment la dernière partie. Alors j'ai bien compris que mes questions politiques allaient probablement pas être adaptées, mais on est sur un podcast qui a vocation à prendre parti et position. J'avais envie de vous entendre aujourd'hui sur la politique actuelle menée par le gouvernement. Alors, de votre point de vue, vous la trouvez féministe, inclusive? Est-ce que vous y voyez des points positifs? En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'était que déjà, au-delà de la politique du gouvernement, en France, il n'y a pas une seule politique à l'œuvre. En fait, il y a plusieurs groupes et plusieurs mouvements politiques avec des positions très variées sur les questions féministes. En tout cas, nous, dans le derby, le positionnement des équipes et de la communauté derby en général est très majoritairement féministe, parce que déjà, c'est un des seuls sports de contact où les femmes et les personnes trans sont présentes en très grande majorité. Et aussi, c'est parce que cette culture, du coup, à la base, comme on l'a dit, le derby, donc c'est un sport féministe qui est né aux États-Unis, des mouvements punk féministes, etc. Il y avait beaucoup la valeur du do it yourself, c'est-à-dire par les joueuses, pour les joueuses. Donc il y a l'idée de s'organiser, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était l'idée de s'organiser entre femmes, de s'entraider, d'apprendre ensemble, etc. Et maintenant, la question d'autogestion est toujours présente et inclut aussi les personnes trans. Donc ce féminisme qu'on trouve dans le derby, c'est aussi le fait que donc il y a une diversité de corps qui est valorisée, il n'y a pas un seul type de corps sportif, aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau. Donc c'est aussi pour beaucoup l'occasion de s'approprier son corps, etc. Au-delà des dictats de beauté aussi qui pèsent beaucoup moins sur nos corps dans le derby. Donc voilà, on a une politique qui s'oppose complètement à la politique menée par le gouvernement actuellement, qui menace les droits des personnes trans et plus généralement en fait de toutes les minorités. Oui, et des femmes qui ne sont pas vraiment une minorité. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, au contraire, justement, le derby, c'est un peu un petit univers où on peut être qui on veut, en fait, sur le track et où on peut jouer, s'exprimer. Par exemple, pour petite anecdote, en gros, quand on rentre dans le derby, on a ce qu'on appelle un derby name. C'est le nom qu'on porte quand on joue. Et souvent, les derby names, derrière, il y a une idée de force, on peut s'amuser avec des petits jeux de mots fun, etc. Donc, c'est vraiment l'occasion d'être qui on veut, en fait, sans se préoccuper du jugement du gouvernement ou autre sur notre corps ou sur nos valeurs. Mélo et Ol, vous avez quelque chose à rajouter à cette question-là? En fait, vous prenez depuis tout à l'heure l'intersectionnalité dans tout ce qu'elle a de positive et simple. Et j'ai l'impression que c'est hyper simple, en fait, à vous écouter. Ce que vous faites, c'est hyper simple. Vous avez une équipe, vous avez l'air de bien vous entendre, et finalement, vous n'avez pas l'air d'être traumatisé par tout ça. On n'est pas en dehors du monde quand même. Donc il y a eu des problématiques au sein de l'équipe de Pink Block, notamment de racisme, de transphobie, d'exclusion. Voilà, c'est des choses en fait qui se passent ailleurs et qui se passent aussi au sein de Pink Block parce qu'on ne peut pas se couper de tout. Et même à échelle du coup plus grande, en dehors de l'équipe, on subit aussi de la transphobie, du racisme, du sexisme. Pendant des matchs, ça peut arriver. Après, l'esprit de Pink Block, c'est vraiment de se dire, ok, on a fait un truc, quand ça nous touche nous en fait, quand nous on est en tant qu'agresseur ou oppresseuse, ok, on a fait un truc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Comment est-ce qu'on répare ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on en retire pour que ça se reproduise plus? Et moi je sais que c'est quelque chose que je trouve hyper appréciable dans l'équipe, c'est qu'il y a une remise en question constante en fait de notre façon de fonctionner. Parce que, oui, en fait, on n'est pas une équipe parfaite, on essaye de créer un espace safe, mais un espace 100% safe, ça n'existe pas. Nous, on essaye de le faire au maximum, et du coup, on se remet en question quand il y a besoin, on change des choses quand il y a besoin de changer des choses. Là, on a fait le communiqué sur la transphobie il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans même maintenant, parce qu'il y en avait besoin à ce moment-là. Le changement de mixité, c'est pareil. Et je pense que c'est aussi l'esprit du derby, en fait, c'est de se remettre en question et de changer avec la société et la façon dont elle change et pour s'adapter au... En fait, c'est au sport de s'adapter aux joueuses, c'est pas aux joueuses de s'adapter à leur sport. Ouais, et puis vous avez pensé en fait tout ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste fait un règlement pour jouer, vous avez fait un règlement aussi pour vivre ensemble. Comment est-ce que vous communiquez? Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de président ou présidente. Et tout ça, c'est au-delà du sport, c'est vraiment un choix politique.
Et c'est chouette parce qu'en fait, ça vous permet probablement aussi de pouvoir vous exprimer, de pouvoir arriver à déconstruire des fois des petites choses qu'on a et c'est chouette. Bravo. Ouais, c'est des espaces dans lesquels on trouve pas mal de courants de pensée, on va dire globalement des choses qui viennent de la gauche ou qui viennent de la sociologie ou de réflexions plus récentes sur la justice restauratrice, sur la médiation plutôt que comme gestion du conflit, comme de la communication non violente. C'est des choses qu'on essaie de mettre en place avec une déconstruction à la fois individuelle qui est obligatoire, mais une déconstruction en collectif qui se fait au travers d'ateliers de militantisme qu'on met en place dans l'équipe, avec du coup des tentatives d'éducation aussi à l'extérieur, dès qu'il y a des événements dans lesquels il y a des problèmes. C'est un ensemble qui fait un ensemble de comportements, un ensemble de mesures mises en place individuellement, collectivement, de plus en plus à un niveau fédéral aussi, qui fait qu'on essaie en fait de porter ces valeurs-là et de les incarner aussi. Alors on arrive à la dernière question. Ça y est, on y est. Celle-là vous appartient. Moi, je pense à quelque chose, on n'en a pas parlé, mais on l'a un peu évoqué tout à l'heure. En fait, début juillet, il y a la Coupe du Monde de roller derby qui a lieu, alors pas en France, ça se passe à Innsbruck en Autriche. D'accord. Donc il y a l'équipe de France qui va jouer et il y a d'autres équipes aussi européennes et internationales. Il n'y a pas encore eu de choses officielles sur la retranscription des matchs, la diffusion des matchs, mais je pense qu'ils seront diffusés... pas sur les médias mainstream, pas sur l'équipe TV, mais probablement sur Twitch ou YouTube, comme le disait Patat tout à l'heure. Donc il y a quand même ça qui est un gros événement. C'est la première Coupe du Monde F+, depuis le Covid en fait. D'accord. Donc gros événement. Et il y a des Toulousaines qui sont sélectionnés, vous savez? Pas de notre équipe, mais de l'autre équipe Roller Derby Toulouse, oui, il y en a beaucoup même. Une majorité de l'équipe, c'est Roller Derby Toulouse. D'accord, ok. Et pour vous, personnellement, sur votre association, il y a des choses qui vont se passer à la rentrée? Du coup, les recrutements, c'est autour de septembre-octobre. Il y aura toutes les informations sur nos réseaux à ce moment-là. Et donc, c'est gratuit. Tu peux venir même si tu ne sais pas patiner. Genre, on apprend ensemble. On te prête tout le matériel. Et donc, il y aura l'occasion de faire des entraînements avec nous pour tester le roller derby. Bon, super. Et bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup de cette interview. C'était super riche, avec énormément de choses qui ont été dites. Comme toujours, c'est toujours trop court. Mais en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle interview. Et voilà, comme toute bonne chose, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à débattre. Pour la visibilité de ce podcast, partagez-le, likez-le, envoyez-le à tous vos potes. En plus de le faire connaître, ça nous motive à continuer. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, solidarité avec toutes les femmes. Personne ne luttera à notre place. Mon corps, mes choix et surtout, ta gueule. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer.